Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi. C'est une victoire historique pour Monaco. Le skipper et vice-président du yacht club, Pierre Casiraghi, a décroché la victoire de l'Admiral's Cup hier à bord du Jolt 6. Une édition hors norme et beaucoup de rebondissements qu'il nous racontera lui-même. Il sera notre invité spécial. L'AS Monaco FC poursuit sa préparation. Les Rouges et Blancs sortent de 2 confrontations victorieuses face au Torino. Une belle performance avant l'autre match de dimanche à Amsterdam, cette fois face à l'Ajax. Lui est à Genève, en Suisse. Le président du Conseil national, Thomas Brezzo, participe jusqu'à aujourd'hui à la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Rendez-vous organisé par l'Union interparlementaire et les Nations Unies. Thomas Brezzo sera notre deuxième invité pour nous en dévoiler les enjeux. Et puis c'est une tradition d'été. Les travaux dans les établissements scolaires de la Principauté ont commencé. Nous vous en dévoilerons les premières images. Nous serons ce soir au gymnase de l'Annonciade. Pour la Principauté, le monde de la voile, c'est l'exploit sportif du moment, celui du Jolt 6 qui bat pavillon du Yacht Club de Monaco est barré par son vice-président Pierre Casiraghi. Ensemble, ils viennent de s'adjuger dans leur catégorie la victoire finale dans la prestigieuse Admiral's Cup qui a été relancée cette année. Première participation et succès historique pour le club de la Principauté. Avec Peter Harrison, l'autre maître d'œuvre de cet exploit est donc Pierre Casiraghi et il est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous livrer quelques mots sur cette compétition hors norme que vous avez menée dans la Manche. Votre émotion à l'issue de la course était perceptible dès vos premières déclarations. C'est arrivé à Cherbourg, c'est un rêve pour vous et pour l'équipe? Absolument, c'est incroyable. J'ai encore du mal à réaliser. Ça commence à rentrer un petit peu. Et je vais lever la coupe tout à l'heure, en fin de journée aujourd'hui. Je pense que là, je vais vraiment réaliser ce qu'on a fait. C'est un travail d'équipe incroyable. C'est des mois, presque une année de préparation. Et c'était inespéré vu les compétiteurs qu'on avait. Enfin, j'avais en face de moi mes légendes, mes héros de la voile, Dean Barker, que j'ai suivi en grandissant avec ses Coupes América, ses conférences de presse incroyables. Et puis plein d'autres noms que l'on connaît quand on fait de la voile. Voilà, c'est juste fantastique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'univers de la voile, que représente exactement la Fastnet Race et l'Admiral's Cup plus globalement en termes de niveau et de prestige? Alors, la Fastnet, c'est une des plus vieilles courses offshore. C'est une course mythique parce que il y a énormément de courants. Il y a des vents qui peuvent être très forts, des vents changeants. On va quand même assez loin. Ça prend plusieurs jours. Et puis, il y a énormément de concurrents. Cette année, il y avait presque 400 bateaux au départ, avec des grands noms, les meilleurs bateaux. Tout le monde a envie de se frotter au Fastnet. Et donc, c'est vraiment une course au large qui est une des premières et une des plus importantes. Et puis l'Admiral's Cup, c'est vraiment un format unique. Ça n'existe, c'est la seule compétition qui est comme ça. Et il faut être bon un peu partout. Il faut pouvoir faire des courses inshore, des courses relativement rapides où on se bat autour des bouées, des courses côtières. Et puis terminer par une course offshore qui use vraiment les hommes et qui use les bateaux. C'est une mer qui peut être déchaînée. On a eu une nuit où ça tapait vraiment fort. J'ai eu peur pour le bateau. Notre bateau était pas fait pour du gros temps. C'est un bateau qui est très rapide, mais qui est quand même petit. Et donc ça a été pour moi une des courses les plus fatigantes que j'ai jamais eu à faire. Et pourtant j'en ai quand même fait quelques-unes. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et justement, cette dernière étape de la Fastnet a visiblement, donc comme vous l'avez dit, été la plus éprouvante et la plus serrée. Racontez-nous la bataille que vous avez livrée jusqu'au dernier bord à bord. Ah oui, non. Alors écoutez, on savait que chaque centimètre, chaque mètre allait compter, et on part aussi deuxième avec 8 points de retard. Et le seul moyen de gagner, c'est qu'il fallait qu'on gagne le Fastnet. Et c'est pas facile d'avoir cette pression-là avant le départ. Donc il fallait que tout soit parfait. Donc on a fait un bon départ. Il faut imaginer qu'au départ du Fastnet, il y a beaucoup de courants. Et il y a énormément de bateaux sur la ligne. Et si vous prenez une pénalité, c'est 5% de votre temps total. Donc, vous savez que c'est fini. Donc, évidemment, tous les bateaux cherchent à créer des pénalités aux autres, à demander de l'eau, à essayer de sortir les bateaux de la ligne. Et il y a énormément de croisements. On a fait peut-être une 50aine de virements de bord avant de pouvoir sortir du Solent, qui est cette espèce de canal entre l'île, entre Cowes et la terre ferme. Et on a réussi à bien sortir. C'est beaucoup de stress à la barre parce qu'évidemment, il y a un tacticien et un navigateur qui me donnent des informations. Le navigateur va chercher les courants et le tacticien va essayer de virer au meilleur moment pour bloquer les autres bateaux derrière nous et pour éviter les bateaux qui viennent nous embêter. Et on a réussi à
à faire ça de manière parfaite grâce à eux, parce que moi j'écoutais vraiment, je suivais leurs indications. Et on a réussi à rattraper l'équipe Callisto de Nouvelle-Zélande avec Dean Barker. On les passe à ces moments-là. Et à ce moment-là, on est en tête. Et là, grâce à Will, notre navigateur, qui a fait un travail exceptionnel, il avait fait un plan très précis de ce qu'il fallait qu'on fasse. Et on l'a suivi à la lettre. Et on a réussi à maintenir la tête de la course jusqu'au Fastnet. Notre point faible, évidemment, c'était au portant, quand on descend du Fastnet avec le vent. Notre bateau est moins rapide que les autres, surtout quand il y a beaucoup de vent. Et là, on s'est fait rattraper, mais on avait réussi à construire cette avance suffisante. Et ensuite, une bataille terrible à la fin. Les 8 dernières heures où il fallait qu'on colle au bateau, il nous devait un petit peu de temps, quelques minutes, donc il fallait qu'on reste avec lui. Et évidemment, ils ont tout fait pour essayer de nous lâcher. Ils ont multiplié les manœuvres, les virements de bord, pour qu'on fasse une erreur et qu'ils puissent prendre de l'avance. Eux n'en ont pas fait et heureusement nous non plus. Et donc ça a ajouté encore de l'émotion. J'ai encore des images dans ma tête à l'île de Sainte-Anne devant Cherbourg où il y a des rochers partout et on faisait des empanages autour des rochers. À un moment il y avait 7 nœuds de courant. Enfin j'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire on allait peut-être nous à 12 nœuds et vous avez 7 nœuds contre vous. Donc en fait vous avancez très doucement. Voilà donc une grosse aventure accentuée par les caprices de la Manche. On vous a senti très investi tout au long de cette épreuve, toujours au service de l'équipe. Une expérience que vous avez pris plaisir à nous faire partager notamment sur les réseaux sociaux. C'était aussi une manière de partager votre plaisir? Absolument. Écoutez, j'ai essayé de donner un petit peu d'informations sur nous, sur le bateau, sur les sensations que j'avais. Je pense que on voit un petit peu la fatigue sur mon visage au fur et à mesure des jours. C'est une fatigue qui est vraiment profonde, qui vous prend jusqu'aux os. C'est très étrange à expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. Euh, Vous savez, c'est dingue parce que on pousse les limites. Jamais vous conduiriez votre voiture dans cet état-là de fatigue. Et pourtant, on doit travailler en équipe sur un bateau où il y a des risques. Et voilà, j'ai essayé de partager un petit peu ces moments. À un moment, j'ai arrêté de partager pour plusieurs raisons. Évidemment, la fatigue, le stress. Et l'on imagine que cette victoire vous encouragera à vous lancer d'autres défis. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dévoiler justement quels seront les prochains? Non, là aujourd'hui, vraiment, alors, ça va mettre un peu de temps. J'ai aucune envie de remonter là sur un 40 pieds au large. Là, je suis encore vraiment fatigué. Je pense que ça va prendre quelques jours. Non, là pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Pour moi, c'est déjà incroyable. C'est une course. J'ai grandi avec l'Admirals Cup. Enfin, on va suivre l'Admirals Cup. Ça fait 20 ans que ça n'a pas été organisé. Première participation de Monaco. Voilà, c'est énorme. Moi, je veux juste dire que j'ai vraiment beaucoup pensé au pays, aux Monégasques, aux membres du club. Ça m'a poussé parce que ça me donnait énormément d'émotion de me dire que je pouvais rendre tout le monde fier. Je pense qu'il faut que Monaco, voilà, on peut être fier. On est aujourd'hui, pendant quelques semaines, on va être le centre du monde de la voile. Euh, Toutes les personnes qui font de la voile dans le monde entier, euh, voilà, on a mis Monaco sur la carte. C'est incroyable. Je reçois des messages de félicitations de tout le monde et je remercie vraiment tout le monde pour ça. Et je suis vraiment fier d'avoir pu porter les couleurs de notre pays là-bas. Voilà, ça m'a beaucoup poussé en tout cas. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment pensé au club et pensé à tous les Monégasques. Voilà, j'étais tellement heureux de pouvoir les rendre fiers. Et c'est un magnifique message de conclusion. Merci beaucoup Pierre Casiraghi de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à nos questions sur Monaco Info et encore un grand bravo. Merci. Et je veux juste ajouter qu'on va ramener la coupe à Monaco. Et je pense qu'en septembre, on va la lever au club. Voilà. Et donc, j'espère que tous ceux qui sont intéressés de la voir, c'est une des coupes les plus belles. Elle est magnifique. Et donc, on va faire quelque chose pour que tout le monde puisse partager ce moment-là. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne soirée. Merci. En football, Monaco vient de disputer 2 matchs amicaux au centre de performance de la Turbie. Le premier avait lieu hier soir et le second ce jeudi matin face au même adversaire, le Torino, 11e de Serie A l'an dernier. Bonsoir Frédéric Elion, vous avez assisté à ces 2 rencontres. Quels enseignements peut-on en tirer ? Oui, Monaco continue de monter en puissance au fil des matchs amicaux. Théo et Adi Hutter a pu faire une large revue d'effectifs pendant ces 2 rencontres face au Torino avec 26 joueurs utilisés. Le coach monégasque a donné 75 ou 90 minutes de jeu à l'équipe des titulaires, disons, lors du premier match mercredi soir. Avec Mayeki dans les cages, une défense Vanderson, Dyer, Kerrer, Caio Henrique, Zakaria et Camara à la récupération, Akliouche et Golovin sur les côtés, et Biret en pointe avec le jeune Paris Brunner.
Monaco se fait surprendre d'entrée avec un but de Ginaitis dès la 6e minute suite à ce beau mouvement collectif sur le côté. Avant de prendre le contrôle du match, et Mika Biret n'a rien perdu de ses talents de buteur pendant l'intersaison. Le Danois égalise de près au quart d'heure de jeu avant que Camara ne concrétise la domination monégasque juste avant la pause sur cette frappe déviée des 30 mètres. Ça fait donc 2-1 à la pause. Monaco assoit encore plus sa domination en deuxième mi-temps avec un pressing toujours aussi performant, des belles sorties de balles et une animation intéressante. Golovin corse l'addition, 3-1, le score ne bougera plus. I'm satisfied. Why? Because I think after the first couple of minutes we were a little bit lucky. Then I think we had the game minute per minute under control. I think we deserve to win this friendly game also. Yeah, the guys, I wanted to see them more than 45 minutes. It's very important, and we only had 2 changes, and that's it. And tomorrow, the other team, I mix it, and then we will see on Sunday against Ajax, who is in the starting 11. But I'm satisfied. Et le deuxième match, justement, s'est déroulé ce jeudi matin face à l'équipe B du Torino avec côté Monaco. Une équipe bis qui a fière allure. Théo en attaque, le duo Mbolo-Balogun. Au milieu, l'expérimenté Minamino avec les jeunes Michal, Koulibaly et Magassa. Et en défense, le Rock Singo associé à Mawissa, Tézé et Ouattara devant Liénard dans les buts. Pas de retard à l'allumage cette fois-ci, Théo, puisque Balogun ouvre le score de la tête après 20 minutes sur ce caviar de Magassa. Et Ouattara est récompensé de son immense activité dans son couloir gauche avec ce but du 2-0 à la 42e. Le Torino réduit l'écart au tout début de la seconde période sur cette mauvaise passe de Tézé exploitée par Casadei. Mais Monaco est toujours aussi dominateur, notamment physiquement et dans les duels, à l'image du 3e but et cette récupération puis projection de Mawissa qui conclut ensuite de près 3-1, même score que mercredi. Théo est 2e victoire en 2 jours pour l'ASN. C'était un bon test aujourd'hui, on a su le passer. Un match de plus, une victoire de plus, et j'ai senti qu'avec l'équipe on était soudés, on a su garder la balle et c'est un bon point aujourd'hui. Petit à petit, les matchs s'enchaînent, on sent qu'on monte en puissance et il y a plusieurs gros tests qui arrivent dans la suite et on va voir. Et prochain test dimanche à 14 h avec une opposition encore plus forte cette fois-ci face à l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Merci Frédéric pour ce résumé très exhaustif. Vous l'avez dit, le prochain rendez-vous des Rouges et Blancs aura lieu dimanche face à l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas. Et sachez que ce match sera à suivre en direct sur notre antenne dès 14 h, commenté par Christophe Paco et Jean-Luc Ettori. Tout autre chose à présent, vous savez que le nouveau ministre d'État fait son tour des institutions monégasques depuis sa prise de fonction et multiplie les entrevues protocolaires. Aujourd'hui, Christophe Mirmand s'est entretenu avec le président de la CCAF, la commission de contrôle des activités financières, Gérald Ramex, et avec le président de l'autorité de protection des données personnelles, Robert Chanas. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, s'est quant à lui rendu au CESAPAM, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco. Il y a accompagné une visite organisée par l'association des femmes leaders de Monaco, présidée par Chantal Ravera. Prenons maintenant la direction de Genève, en Suisse, où se tient depuis lundi et jusqu'à demain la 6e conférence mondiale des présidents de parlement. Elle est organisée par l'Union interparlementaire en étroite collaboration avec les Nations Unies. Une grande réunion qui vise à la fois à renforcer les liens diplomatiques et la démocratie entre les États. En tant que président du Conseil national de Monaco, Thomas Brezzo y participe. Il a d'ailleurs été l'un des speakers de la déclaration finale et il est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ce rendez-vous a été créé en 2000, il intervient tous les 5 ans et rassemble, comme je le disais, les plus hauts représentants des parlements et des Nations Unies dont vous faites partie. D'abord, pas uniquement pour Monaco, mais de manière générale, quels sont les grands enjeux de coopération interparlementaire qui sont abordés cette année ? Cette année, la thématique principale, c'est un monde dans la tourmente avec toutes les problématiques relatives au numérique. C'est vrai qu'on a des conflits au Moyen-Orient, on a des conflits avec l'Ukraine et ça a tendance à se développer. Aujourd'hui, la paix fait un recul considérable ces dernières années, ces derniers mois. Donc c'est tout l'enjeu justement de cette coopération interparlementaire pour discuter de cette thématique et essayer d'apporter des solutions, chacun autant que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, pour proposer justement de retrouver cette paix, cette prospérité dans le monde entier.
Comment elle s'articule, cette entente, les débats, comment est-ce qu'ils s'articulent entre tous les présidents de parlement plutôt qu'entre les présidents, par exemple, des nations qui se réunissent? Alors, il y a un débat général qui a lieu dans la grande salle du Palais des Nations. Puis ensuite, il y a des débats annexes dans d'autres salles sur les côtés. Et puis ensuite, nous avons aussi des relations bilatérales que nous mettons en place avec d'autres pays. Donc, il y a 3 niveaux de coopération avec les autres présidents de Parlement. Et c'est tout l'enjeu de ces réunions-là. Quel message est-ce que vous souhaitez faire passer au nom de Monaco dans le contexte international qu'on connaît aujourd'hui? Alors nous justement, c'est que chacun d'entre nous, chaque pays a son rôle à jouer à ce niveau-là, que ce soit avec un rôle actif dans le conflit armé, ou ce que nous ne pouvons pas nous permettre, bien évidemment, avec un territoire de 2 km² et une population de 39 000 habitants, on ne va pas dire tenez, on part les armes à la main pour aller au front, ça c'est impossible. Par contre, on a un rôle à jouer également sur l'impulsion du prince souverain, qui est soutenu par l'ensemble des institutions monégasques. C'est cette dynamique-là autour de la préservation de l'environnement, autour de la réalisation des objectifs de développement durable, qui sont nécessaires comme exemple et comme locomotive pour les autres pays. Donc chacun avec ses forces et ses faiblesses, justement, on a un rôle à jouer là-dedans, et c'est justement en étant unis que nous pourrons arriver à travailler tous dans le même sens et à œuvrer pour cette paix, cette prospérité et pour la justice. Et alors vous menez également une autre intervention à la tribune de l'Office des Nations Unies, portant cette fois, vous l'aviez dit tout à l'heure, sur l'avenir du numérique. Est-ce que vous diriez qu'un petit État comme Monaco peut vraiment exister au même titre que les géants américains ou chinois dans ce domaine ? Alors, peut-être pas dans le développement de la matière numérique, du digital, c'est effectivement particulièrement difficile de lutter avec ces pays, avec ces géants qui sont déjà avec des années d'avance. Mais par contre, pour installer le numérique et la digitalisation au niveau entier de l'État, là justement, on a toute notre place, parce que c'est plus facile dans un petit pays de 40 000 habitants et de 2 km² que dans un grand pays où il y a plusieurs millions d'habitants. Donc si on veut faire du tout numérique, de la tout digitalisation, c'est bien évidemment plus facile en principe de Monaco que dans les grands pays tels que c'est le cas ailleurs. Donc on peut servir d'exemple pour ces grandes nations. Donc effectivement là on a tout notre rôle à jouer de ce point de vue là. Aujourd'hui, on a la difficulté de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus développée, qui nécessite d'être encadrée. On a quand même un grand débat aujourd'hui avec OpenAI, Meta ou Google, qui sont les 3 géants de l'intelligence artificielle, et la réglementation européenne qui est beaucoup plus stricte que ce qui peut se passer ailleurs en Europe. Alors il y a tout un équilibre à trouver entre la nécessité de permettre de se développer dans ces domaines-là, parce que les criminels, eux, n'ont pas de difficulté pour le faire. Ils ne sont pas encadrés par des règles ou quoi que ce soit, donc ils ont toute liberté pour le faire. Et l'encadrement aussi pour les personnes physiques ou les personnes morales du monde entier qui peuvent être victimes aujourd'hui de ces agissements qui ont lieu, et de cette criminalité ou cette délinquance qui a lieu avec l'intelligence artificielle. On a pu le voir il y a quelques mois, quelques années, avec l'usurpation de l'identité du prince Albert lors de conversations, notamment de conversations visuelles. Aujourd'hui et demain, ça sera de plus en plus difficile à faire la part entre le faux et le vrai, justement par l'utilisation de ces moyens. Donc il y a tout intérêt effectivement à encadrer cette technologie. Après cette séquence consacrée à vos interventions à la tribune, s'en suivra celle des réunions bilatérales prévues avec plusieurs de vos homologues. Vous allez en effet rencontrer d'autres acteurs des petits États d'Europe. Êtes-vous en mesure de nous révéler quelles personnalités vous allez rencontrer et quels seront les objectifs de ces échanges ? À ce stade-là, j'ai déjà vu mes homologues monténégrins et maltais. Hier soir, nous avons eu le cocktail de bienvenue, donc j'ai pu discuter avec le président du Sénat belge, avec le président du Sénat suédois, le vice-président du Sénat du Liechtenstein. Cet après-midi, je reçois le président du Parlement anglais. Donc avec toutes les conséquences du Brexit aussi, ça c'est peut-être aussi une discussion que nous allons avoir notamment sur les discussions pour ce qui concerne Monaco autour de l'accord d'association avec l'Union européenne. Voilà, qu'est-ce que ça a apporté pour eux la sortie de l'Union européenne, quelles sont les conséquences, les avantages, les inconvénients qui peuvent être pris en compte pour de futures négociations si une discussion avec l'Union européenne peut avoir lieu à nouveau. Donc, ensuite, il y avait le Luxembourg. Je devais rencontrer mon homologue chypriote, mais à cause des incendies qui a eu lieu là-bas, elle a annulé sa venue. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. Après, c'est pas parce que des bilatérales sont prévues qu'on ne peut pas rencontrer un homologue à l'hôtel et pouvoir discuter de tous ces sujets-là par ailleurs. Thomas Brezzo, en tant qu'incarnation du Conseil national, nous savons que vous attachez beaucoup d'importance au rayonnement international de la principauté. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez continuer de défendre ?
c'est pas quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, aujourd'hui c'est une nécessité. On a un poids de plus en plus important des instances internationales sur la législation monégasque, sur les bonnes pratiques. On le voit avec notamment le Greco, le GAFI et autres qui sont des organismes d'évaluation de notre législation, de nos pratiques en principauté de Monaco. On doit se mettre en conformité, donc c'est aussi important de faire connaître nos spécificités auprès de nos homologues qui sont eux finalement les décideurs et qui vont valider ou invalider un rapport qui sera fait sur la législation monégasque ou sur les pratiques monégasques. Donc autant faire ce travail-là qui est nécessaire aujourd'hui, tant le point international est de plus en plus important. Donc on a tout intérêt à faire connaître nos spécificités. On l'a vu notamment avec la nomination de Sébastien Biancheri, juge monégasque à la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'était pas gagné initialement. Merci beaucoup Thomas Brezzo d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info depuis Genève en Suisse. Je vous en prie, merci à vous. L'été, c'est le temps des vacances, mais aussi celui des rénovations. Les établissements scolaires de la Principauté se refont une beauté actuellement. C'est le cas par exemple dans le gymnase de l'ancien lycée technique et hôtelier à l'Annonciade, où un nouveau parquet de basket est en train d'être posé. Premier épisode de notre tour des travaux, Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni sont allés voir l'avancement des opérations. Dans l'état actuel de cette salle, comme vous le voyez, le ballon de basket ne va pas forcément très bien rebondir. Mais d'ici quelques semaines, ce gymnase situé à l'Annonciade possédera un parquet tout neuf. Cette salle accueille actuellement les équipes de basket féminines du MBA depuis de nombreuses années. Et depuis fin juillet, une équipe s'affaire à l'installation d'un parquet en bois pour la saison sportive début septembre. Le Monaco Basket Association féminin est monté en Ligue 2 au mois de mars. Et donc de ce fait, on a dû un petit peu rapidement remettre en état le gymnase et également créer un parquet bois, un parquet en hêtre massif pour pallier à cette nouvelle montée dans la Ligue 2. Donc c'est un gros chantier donc qui va durer jusqu'à mi-août pour la partie mise en place du parquet. Et par la suite, on a aussi tout ce qui est traçage. Donc qui aura lieu vers le 18-19 août et pour une livraison fin août du parquet définitif. La peinture des murs vient d'être refaite ainsi qu'un traitement d'infiltration, sans oublier bien sûr ce nouveau parquet, tout cela pour un montant de 190 000 €. Même si techniquement c'est une particularité spécifique à chaque salle de sport, ici on a un polyane de 300 microns qui permet d'éviter les remontées d'humidité. Ensuite on a une pose de lambourde qui elle-même sont sur des caoutchoucs pour permettre la flexibilité du produit. Et ensuite le parquet est cloué en contresens, donc perpendiculaire, pour pouvoir justement avoir une homogénéité du support. Et donc ce produit sera vraiment remarquable par rapport à ce qu'il y avait avant. L'équipe première féminine désormais en Ligue 2 ainsi que toutes les équipes du club du MBA pourront s'entraîner et jouer dans leur championnat sur un parquet tout neuf et cela dès la rentrée scolaire. Ils ont redonné vie aux plus grandes légendes de la soul, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Aretha Franklin ou encore Tina Turner. 4 chanteurs, 7 musiciens et 12 danseurs ont proposé un show haut en couleur hier soir sur la scène de la Salle des Étoiles du Sporting. Il s'agissait du Motown All Stars à l'affiche du Monte Carlo Summer Festival et programmé par la Société des Bains de Mer. Écoutez Alfonso Ciulla, le directeur artistique de la SBM. Il est revenu au micro de Juliette Rappert sur ce rendez-vous exceptionnel. En fait, on voulait renouer avec une très très vieille tradition ici à la Salle des Étoiles, c'était celle d'organiser un spectacle, un show qui se répétait durant toute la saison et qui venait s'intercaler entre les gros concerts qui étaient prévus. Ensuite, la Motown, pour vous donner quelques exemples, ça allait de Stevie Wonder, Tina Turner, Aretha Franklin ou encore Marvin Gaye, j'en oublie, et des meilleurs, bien évidemment. Et c'est vraiment un condensé de tous ces hits qui ont marqué les décennies et qui ont marqué la musique noire, la musique qui a fait que la soul est devenue ce que la musique est devenue. Yeah, 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 yeah. Na, 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 na. True, darling, I was blind to let you know. On a là un vrai spectacle qui est à la fois tant spectaculaire au niveau des costumes, mais aussi de la prestation musicale et surtout des chorégraphies. Cette petite information à présent que nous tenions à saluer, Annette Anderson, l'emblématique maman du Stars and Bars, n'était pas partie avec lui. Elle a continué à exercer jusqu'au Marius. Eh bien, c'est désormais terminé. Annette prend congé et à cette occasion très particulière, un pot de départ surprise lui a été organisé aujourd'hui. Nous lui souhaitons, nous aussi, une bonne retraite bien méritée.
Allez, parlons tourisme pour refermer cette édition. L'été bat son plein, c'est la période où la principauté connaît le plus de visiteurs venus découvrir les lieux emblématiques du territoire. Et justement, c'est la question que nous leur avons posée. Que préfèrent-ils visiter à Monaco et qu'en pensent-ils? Voici leur réponse au micro de Fabien Bonilla. On est venu pour la journée, mais on vient du sud-ouest. Nous, on est du nord à la base. Bon, on habite à Nice, il fait chaud, on s'est dit que ça serait climatisé, que pour le petit, ça serait sympa. On est allé visiter le musée océanographique qui est magnifique. Et après, on est allé se balader en hauteur, à la cathédrale notamment, et pour observer aussi ce magnifique paysage. Et voilà, c'est super. On sort à l'instant du musée océanographique. Et voilà, coup de cœur quoi. On est venu visiter le palais, etc., venir voir, visiter le port. Et puis, bon, on n'est jamais venu, alors c'est la première fois qu'on vient. Nous, on va faire un tour au musée océanographique. C'est un peu un rêve d'enfant. Moi, je voulais être océanographe quand j'étais petit, mais comme j'habite en Auvergne, si vous voulez, les volcans, c'est un peu loin des cétacés. Et j'étais touché par la conscience écologique qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on est venu avec les enfants, on est venu profiter pour leur faire visiter le musée, pour voir les poissons, les diversités qu'il y a ici. J'ai visité l'église. Ensuite, on a fait le musée avec... Le musée aquatique en bas. Ensuite, on est allé faire le palais. Et qu'est-ce que tu as aimé? J'ai bien aimé le musée aquatique. Well, we came to visit the town and see the highlights, of course, see part of the circuit and maybe some beautiful cars. I think it's amazing. I think it's beautiful. I think it's a diamond in the rough for sure here. We just got here like 30 minutes ago. So we went to the palace, we're going to head to the casino, and yeah. What did you think about this country? I think it's beautiful. Beautiful, yeah, very clean, very expensive looking. We love it. Et nous aussi, we love it. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour vos prévisions météo. Je vous laisse sur les images des 2 matchs de préparation de l'AS Monaco FC face à Torino hier et aujourd'hui, capturés par Manuel Vitali. Et sachez que Sarah Nkari recevra demain dans ce journal le coach de l'équipe Adi Hutter qui reviendra sur ses dates et ses enseignements alors que les Rouges et Blancs affronteront dimanche l'Ajax à Amsterdam. Je rappelle que ce match sera à suivre en direct sur Monaco Info dès 14 h. Excellente soirée sur notre antenne et à bientôt. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le week-end va commencer sous le soleil. Demain, vendredi, le ciel sera principalement dégagé, même si quelques légers passages nuageux sont à prévoir du côté des températures. Elles resteront supportables, 20 degrés le matin pour la minimale et 26 l'après-midi. Enfin, en ce premier jour du mois d'août, nous aurons une pensée pour les Alphonse et pour nos amis les Suisses, pour qui ce sera la fête nationale. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.